Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'exposé de cet après-midi, de ce soir, ça porte sur la guerre de 1914-1918. Pour des facilités de discussion et de compréhension, je vous parlerai du Parti socialiste, qui est, on va dire, au cœur de la discussion, qui à l'époque s'appelait la SFIO, voilà, section française de l'Internationale ouvrière. Bon, pour des facilités de présentation, je dirais plus simplement le parti socialiste. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement passionnant à plusieurs égards, parce que c'est un des rares moments, en fait, dans l'histoire, où vous avez des ruptures nettes sur le plan idéologique, organisationnel, politique, et qui réorientent de façon on va dire révolutionnaire, communiste, positif, progressiste, émancipatrice, le mouvement ouvrier, notamment le mouvement ouvrier français. Alors le contexte, c'est un contexte assez exceptionnel, puisque pour arriver à avoir ces ruptures dans des périodes qui sont extrêmement étroites, on est en 1914, 1918, 1920, il y a la naissance du Parti communiste. En quelques années, finalement, il va y avoir une recomposition politique dans le mouvement ouvrier de façon large. C'est pas simplement le Parti socialiste, mais c'est aussi le milieu anarchiste. Le milieu anarchiste qui est un milieu qui domine assez largement la partie syndicale du mouvement ouvrier avec la CGT. Même s'il faut relativiser à mon avis si on allait un peu dans les détails. Ces deux aspects du mouvement ouvrier, d'un côté les syndicalistes, de l'autre côté le mouvement socialiste, vont être percutés de plein fouet par la guerre de 14. Alors la guerre de 14, évidemment, elle est anticipée quelque part par les acteurs de l'époque. Il n'y a pas forcément de surprise de la mise en place de cette guerre avec les accords politiques qu'il y a entre différents États. Il y a la triple entente, les triple alliances. La triple entente, France, Angleterre, Russie, et puis la triple alliance, Allemagne, Italie et Autriche-Hongrie. Donc il y a un effet de domino. Et donc, on arrive à une période de saturation du capitalisme qui est passée, comme le dit Lénine, de la période de la libre concurrence à la période du capitalisme monopoliste. Et donc, il y a une concentration du capital, une concentration des banques qui fait qu'à un moment donné, le partage du monde, il est fait depuis quelques années. Et une étincelle peut mettre le feu aux poudres et faire que la guerre devienne une guerre extrêmement violente entre impérialismes, et c'est ça qui arrive. La question de la Serbie et donc du nationaliste serbe qui va faire un attentat contre l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie n'est qu'un prétexte dans une période où il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que les impérialismes s'entrechoquent et conduisent à une guerre. Jusqu'en 1914, vous avez le mouvement ouvrier en général, à la fois français et international, qui est sur une ligne anti-guerre. Du côté de la CGT, est extrêmement marqué par le discours anarchiste, antimilitarisme, anti-guerre, et du côté du mouvement socialiste, c'est à peu près la même chose. Les syndicalistes mettent énormément en avant la question de la grève générale. Alors le thème de la grève générale, il est pris comme étant le chemin obligé à la fois pour l'émancipation humaine, j'y reviendrai dans la conclusion, et qui permet de contrebalancer le rapport de force dans une société capitaliste. Voilà. Donc, à la fois un côté émancipateur, mais aussi un aspect, il faut se mettre en mouvement de façon extrêmement massive par la grève générale. C'est le mot d'ordre qui va être celui par lequel on va enrayer le cours de la guerre. Donc vous avez des manifestations, il y a des grèves, il y a des actions depuis plusieurs années, notamment sur la durée du service militaire pendant 3 ans qui précède la guerre. Et donc vous avez un mouvement socialiste et un mouvement syndical qui est extrêmement mobilisé et qui décide dans des congrès nationaux, dans des congrès internationaux, de dire non à la guerre ne passera pas, on s'y opposera, etc., etc. On verra que dans le détail, le diable est dans le détail, justement, parce que dans des tournures de phrases, on se retrouve à des situations où
les directions politiques, pour le Parti socialiste, la direction de la CGT, a des astuces pour se retourner et n'avoir jamais tort. Alors, quand on arrive en 1914, juillet 1914, vous avez encore des meetings, il y a des manifestations dans Paris, des manifestations dans plusieurs endroits de France, où les gens, par milliers, manifestent contre la guerre. Vous avez encore, alors on a des exemples là d'actions de la CGT et du Parti socialiste, et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le gouvernement, à forte coloration radicale socialiste, émet l'idée qu'en tant que gouvernement français, ils sont contre la guerre et ils sont du coup pour la paix. Et comme ils sont pour la paix, et qu'on va chercher des alliances en France pour empêcher que la guerre survienne, eh bien, quoi de plus naturel que de solliciter le gouvernement pour dire « faisons bloc ensemble pour faire un front uni contre la guerre qui vient ». Et vous avez toute une série de témoignages, d'articles qui sont prononcés, enfin qui sont écrits dans le journal de l'Humanité, la bataille syndicaliste, le journal de la CGT, où ils ont cette illusion. Ils pensent que le gouvernement peut être un point d'appui pour lutter contre la guerre. Je vous cite la CGT anarcho-syndicaliste, syndicaliste révolutionnaire, avec une direction qui est très marquée dans l'arc politique, on va dire comme ça, le plus à gauche. Ils sont à gauche de Jaurès, ils sont à gauche de Gued, ils sont très... voilà, ils sont comme très radicalisés, on va dire de cette façon-là. Et la CGT dit dans son comité confédéral national du 28 juillet 1914, on est quelques jours avant l'assassinat de Jaurès, quelques jours avant la mobilisation. Je vous le lis, l'Autriche porte une lourde responsabilité devant l'histoire, mais les responsabilités des autres nations ne seraient pas moins lourdes si elles ne s'employaient pas activement, loyalement, pour que le conflit ne s'étende pas. Dans cette action, les gouvernants de ce pays, on parle de la France, les gouvernants de ce pays ont le peuple français avec eux si, comme on le dit, ils travaillent sincèrement à la paix. Donc la direction de la CGT, syndicaliste révolutionnaire, émet l'hypothèse que le gouvernement peut être un point d'appui et qu'ils pourront avoir le soutien de la part de la CGT. Quelques jours plus tard, la direction de la CGT se réunit, on est le 31 juillet, le jour de l'assassinat de Jaurès, et vous avez un responsable national qui emporte le morceau, j'allais dire, dans la discussion à la direction de la CGT, et il dit « La CGT doit négliger toutes ses décisions contre la guerre. La CGT doit négliger toutes ses décisions contre la guerre. Ce n'est pas le moment d'effrayer, par des déclarations incendiaires, tous ceux qui sont partisans de la paix. Il faut remiser les décisions antimilitaristes des congrès confédéraux et signer toutes les déclarations du PSU, du Parti socialiste. » Le Parti socialiste, qu'est-ce qu'il dit de son côté? Il y a une réunion qui se tient à Bruxelles, donc c'est une réunion, un meeting international. Jaurès prononce ces mots le 29 juillet. « Nous, socialistes français, notre devoir est simple. Nous n'avons pas à imposer à notre gouvernement une politique de paix, il la pratique. » Jaurès a des illusions sur le gouvernement de l'époque en disant « ça y est, c'est bon, on a un allié ». Le Parti socialiste, ils sont sur une logique dans un esprit étatique, c'est-à-dire que à la fois Jaurès dit « pour empêcher la guerre, il faut la grève générale, il faut que la classe ouvrière se mobilise et qu'il y ait la grève générale pour faire masse, pour empêcher la politique de s'appliquer. Mais en même temps, il est pour l'arbitrage international. Donc il pense que dans le cadre de l'arbitrage international, on peut s'appuyer sur le gouvernement Viviani, qui va interpeller les autres gouvernements et qui va leur dire, on se réunit autour d'une table et en tant que gens raisonnables, eh bien, on va négocier la paix au niveau international. Bon, c'est ce qui s'est passé. Jaurès se fait assassiner le 31 juillet. Très rapidement, vous avez vu la CGT déjà, ils ont plié les pouces. Le Parti socialiste dit donc que c'est le secrétaire général du Parti socialiste qui s'appelle Dubreuil, qui est un guédiste. Donc les guédistes,
pour rappel, sont les militants qui se réfèrent à Jules Guesde, qui est le promoteur du marxisme en France à travers le Parti ouvrier, puis le Parti ouvrier français, et qui fusionne avec d'autres morceaux de Parti socialiste. Il y avait plusieurs types de partis socialistes à l'époque, au début du XXe siècle, et en 1905, ils vont créer l'ASFIO, dont je parlais tout à l'heure, donc la section française de l'Internationale ouvrière. Et ce Dubreuil, qui a toute sa culture politique, a une culture guédiste, marxiste, hein, d'un point de vue, on va dire, sec, mais il se réfère à la lutte des classes, faut abattre la bourgeoisie, faut un nouveau gouvernement au service des travailleurs, etc. Ce fameux Dubreuil guédiste dit « Fidèle aux engagements qui furent toujours les nôtres, notre devoir est donc de protéger l'indépendance et l'intégrité de notre France républicaine et pacifique si elle est attaquée. » Donc lui-même, ce marxiste issu du mouvement guédiste, estime que la France, elle est républicaine, que la France est pacifique. Cette même France qui a des colonies à travers le monde et qui le fait de façon brutale quand il s'installe dans tel ou tel pays. Donc on est dans cette situation-là où CGT, qui était antimilitariste pour la grève générale, le Parti socialiste qui était sur cette même méthode d'approche pour enrayer la guerre, du jour au lendemain, il se retrouve à être pour la guerre. Et la finesse d'ailleurs du gouvernement de l'époque, c'est de dire quand il y a le moment, quand il y a l'arrêté de mobilisation, on va mobiliser les Français et qu'ils mettent des affiches dans toutes les villes de France, le gouvernement dit la mobilisation n'est pas la guerre. Donc jusqu'au dernier moment où les gens vont aller dans les trains, vont partir sur le front, le gouvernement les rassure et leur dit n'ayez crainte, on vous mobilise, mais surtout c'est pas vraiment la guerre qui se prépare et qui s'organise. Donc le parti politique essentiel, hein, le Parti socialiste, la CGT se retrouvent dans cette situation-là où du jour au lendemain, ils disent l'inverse de ce qu'ils ont dit pendant des années et des années quand même. Donc c'est une gymnastique intellectuelle assez intéressante à étudier de près pour comprendre un petit peu les motivations des uns et des autres. Et puis, il y a quelque chose qui se passe et qui est une des conséquences politiques, c'est de dire on va faire l'union sacrée. Donc, l'expression d'union sacrée, hein, ça vient d'un discours de Viviani qui est prononcé donc, à l'Assemblée nationale le 4 août 1914. Donc, l'idée générale, c'est l'ensemble des forces du pays, les forces économiques, les forces sociales, les forces politiques, doivent s'unir face à l'ennemi. Donc, il faut se coaliser au maximum. Cette union sacrée, si elle est prononcée le 4 août, elle a déjà quelque part des antécédents pratiques, puisqu'il y avait des mesures de répression contre les militants révolutionnaires et anarchistes. C'est ce qu'on appelle le carnet B. Donc le carnet B, c'est les gendarmes qui vont dresser la liste des militants ouvriers, révolutionnaires, anarchistes et étrangers qu'il faudrait arrêter en cas de guerre et qu'il faudrait neutraliser. Le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Louis Malvy, qui est quelqu'un d'astucieux, c'est un radical socialiste, anticlérical, s'il en est, et il a connaissance à travers les rapports de police, des décisions de la CGT et du Parti socialiste. Il faut savoir quelque chose, c'est que la police est à tous les niveaux du mouvement ouvrier. Ça va de bas en haut. La police a des indicateurs à la direction du Parti socialiste. Ils ont des indicateurs à la direction de la CGT. Ils ont des indicateurs dans les usines. Ils ont des indicateurs dans les structures de base de la CGT. Ils ont des indicateurs dans les fédérations de la CGT. Il y a des monceaux et des monceaux de rapports de police. Et donc, on a une police qui est très informée des discussions internes des organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier. Et donc, le ministre de l'Intérieur, il sait que la CGT a plié les pouces. Comme lui, il veut avoir un seul front dans le cadre de la guerre. C'est quoi le front? C'est le front contre l'Allemagne, contre l'Autriche-Hongrie,
puis l'Italie éventuellement, il ne veut pas voir un deuxième front à l'intérieur, parce que ça affaiblirait le pays. Donc du coup, il va trouver des astuces pour faire en sorte que les anarchistes, les socialistes, les syndicalistes participent à l'union sacrée. Alors, un des aspects politiques, c'est l'entrée du marxiste Jules Guesde au gouvernement. Vous avez une branche réformiste dans le Parti socialiste avec Albert Thomas, Marcel Samba, qui eux-mêmes rentrent dans le Parti socialiste. Donc ça, c'est l'effet politique de l'union sacrée. Mais l'autre aspect, c'est que le ministre de l'Intérieur, il envoie des télégrammes à tous les préfets de département et il leur dit, écoutez, on suspend le carnet B. Il y a la guerre, mais on suspend le carnet B, sauf pour des situations très particulières, pour les étrangers, etc. Il envoie ce message-là, et la direction de la CGT elle-même est au courant. Et donc, au lieu de se faire arrêter, les anarchistes, il y a certains anarchistes qui vont se faire arrêter, le télégramme ne va pas arriver assez tôt, donc il y a des dispositions, il y a du zèle de la part de certains préfets. Ils arrivent, ils vont arrêter, par exemple, un militant très connu, Broutchou, dans le nord de la France. Broutchou, il raconte au préfet, je crois que c'est même au ministre de l'Intérieur, écoutez, moi je veux faire la guerre. Il fait un courrier en disant, si vous me libérez, pas de souci, moi je prends les armes et je vais aller au front et je vais m'engager, je vais être mobilisé et moi je vais rentrer, je vais faire la guerre. Et donc vous avez tout un courant dans le mouvement ouvrier, une forme de patriotisme qui fait que les organisations à la fois syndicales et politiques ont bien compris qu'ils ont très peu de soutien. Il faut voir, la CGT, c'est 5% de syndicalisation de la classe ouvrière française. 95% des ouvriers sont indifférents à la CGT en termes de capacité d'organisation, etc. Donc c'est des mouvements qui sont minoritaires. Le Parti socialiste, ils ont quelques dizaines de milliers d'adhérents, mais on est dans une France de 40 millions, il doit y avoir une vingtaine de millions maximum de salariés, et encore je pense que c'est un peu exagéré. En tout cas, ils sont minoritaires, ils voient très bien que l'ambiance dans le pays fait que s'ils défendent une position pour dire, par exemple, quoi qu'il arrive, on est pour la grève générale, le mot d'ordre ne va pas être suivi. Donc, ils se repositionnent de façon opportuniste par rapport à la population. Et donc, tout ça, ça crée une ambiance sociale particulière et qui atteint, y compris les militants les plus à gauche du mouvement ouvrier. Les anarchistes, c'est extraordinaire de se dire que les anarchistes qui sont antimilitaristes vont prendre les armes. Enfin, il y a un non-sens dans l'expression. Un anarchiste qui prend les armes pour défendre... c'est assez étonnant. Donc, et ça, c'est pas un effet minoritaire. Les anarchistes sont divisés en deux. Vous avez une déclaration d'un militant qui a une notoriété extraordinaire à l'époque, qui s'appelle Jean Grave, et puis il y a aussi l'ami Kropotkin, qui disent oui, la guerre, faut y aller, faut faire la guerre. Et donc il y a une scission chez les anarchistes. Il y a des anarchistes qui sont pour la guerre, mais à un point tel qu'ils ne se parlent plus. Ils s'insultent. C'est pas possible d'être autour d'une table avec des gens qui sont pour la guerre alors que nous, on est contre. Donc les anarchistes, il y a un schisme. Chez les socialistes, on est dans la même dynamique, c'est-à-dire une césure des socialistes qui sont pour la guerre, y compris à l'époque, il y a quelque chose qui... comment dire ? C'est un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est aussi influencé par les propos de militants politiques, de dirigeants. Et à l'époque, vous avez, au début du XXe siècle, je fais une parenthèse, vous avez 5 figures tutélaires du mouvement ouvrier. Il y a Paul Brousse, qui incarne le courant réformiste possibiliste. Vive les services publics et puis renforcement de l'État. Vive la municipalisation. Paul Brousse, il est mort un peu avant la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est une figure tutélaire. On a une deuxième, le courant autour de Jaurès, qui est aussi un réformisme particulier qui s'est adapté à la grève générale, qui a un discours, on va dire, de gauche,
mais qui reste réformiste, assassiné le 31 juillet 1914. Et puis, il en reste 3. Sur les 3, vous avez Jules Guesde, donc, qui est un personnage qui influence énormément les militants. Et vous avez un autre militant qui s'appelle Édouard Vaillant, qui s'inscrit dans le courant blanquiste et qui appuie la guerre. Et puis vous en avez un dernier qui s'appelle Jean Allemagne, qui a une particularité politique. C'est quelqu'un qui à la fois fait de la politique en se disant, si je fais de la politique et qu'il faut qu'absolument j'ai une carte politique dans mon portefeuille, en même temps, l'activité principale doit être le syndicalisme. Donc c'est des gens qui construisent la CGT, par exemple, depuis 1895, avec les anarcho-syndicalistes, avec les syndicalistes révolutionnaires, avec des socialistes. Mais Jean Allemagne, qui a scissionné d'ailleurs du Parti socialiste un petit peu avant la Première Guerre mondiale, par opposition à la dérive constatée dans le Parti socialiste, et ce qu'il considérait, en utilisant peut-être un terme moderne, la dégénérescence du Parti socialiste, il se rallie à la Première Guerre mondiale. Il fait un journal en 1914 pour appuyer la Première Guerre mondiale, pour appuyer l'Union sacrée. Donc vous avez les figures tutélaires qui sont encore vivantes, qui vont influencer. On n'est pas dans la période des réseaux sociaux où tout le monde discute de façon horizontale ou verticale comme vous voulez, mais à l'époque, c'est des militants qui comptent dans l'appréciation que chacun peut avoir sur une situation politique. S'il a dit ça, c'est que a priori, c'est que c'est juste. Et malheureusement, ces 3 figures tutélaires encore vivantes du mouvement ouvrier sont favorables à la guerre. Côté CGT, il n'y a pas de figure tutélaire, si on regarde bien. Vous avez des militants, Georges Yvetot, vous avez Fernand Pelloutier, tous ces gens-là sont des gens du passé. La figure essentielle en 1914, c'est quelqu'un qui travaille dans une manufacture, ou qui a travaillé dans une manufacture à Aubervilliers pour fabriquer des allumettes, c'est Léon Jouot. Léon Jouot, il est de culture anarchiste. Il a fréquenté le groupe libertaire d'Aubervilliers et il est en amitié avec les militants du syndicalisme révolutionnaire. Et il n'était pas aisé d'identifier en ce personnage-là quelqu'un qui allait virer sa cutie très rapidement pour appuyer la guerre. Donc le paysage, il est là. Voilà. Un mouvement ouvrier qui s'est rallié. On a un ministre de l'Intérieur qui est habile, qui ne souhaite pas s'opposer de façon brutale aux anarchistes. Il est même en contact avec un anarchiste qui s'appelle Sébastien Faure, qui a une notoriété à l'époque assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui fait des conférences. Il est issu d'un milieu bourgeois, Sébastien Faure, et il fait des conférences à travers la France. Sur Paris, il fait des conférences avec 5000 personnes. Donc c'est un anarchiste qui a une notoriété, qui est très agréable visiblement à écouter, qui fait le buzz, comme on dirait aujourd'hui. Et ces conférences, c'est des conférences payantes. Il y a des conférences qui coûtent 1 franc l'entrée. Et lui, en une soirée, il a 5000 francs. Donc c'est quelqu'un qui a des moyens financiers pour avoir une imprimerie, faire un journal, etc. etc. À l'époque, les salaires, c'est quelques centaines de francs. Et donc, voilà, on s'imagine que c'est quelqu'un qui brasse de l'argent et qui reste sur des positions anarchistes. Ce militant-là, il va rester fidèle à la position d'avant-guerre. Il reste fidèle à l'idée de l'antimilitarisme, d'être contre la guerre, etc. Il publie un tract qui arrive jusqu'au front en 1915 et qui est un appel à faire la paix. Il est convoqué au ministère de l'Intérieur. Et Louis Malvy lui dit, écoutez, on a trouvé votre acte dans les poches de soldats, il risque le peloton d'exécution pour être détenteur de ces tracts-là. Monsieur Faure, si vous arrêtez votre propagande, nous ne tuerons pas, ils ne seront pas sur le peloton d'exécution, on laissera les soldats tranquilles. Sébastien Faure obéit à la consigne du ministre de l'Intérieur. Il était convoqué dans le cabinet du ministre et le ministre lui a dit, écoutez, voilà, donc on voit que
les choses sont désordonnées, c'est une initiative individuelle, et le mouvement pacifiste, il va être lent à réagir. Les premières réactions anti-guerre, ça va être Pierre Monat, par exemple, qui est un militant très connu pour le coup, qui a fait de la prison. C'est un ancien... c'est une personnalité du mouvement ouvrier qui est particulière. Alors d'abord, c'est quelqu'un qui a un niveau scolaire élevé pour l'époque, hein, il a le bac. Il est répétiteur, hein, dans un collège avant de quitter ce métier-là. Les répétiteurs, c'est des gens qui font, comment dire, qui apprennent aux élèves à apprendre leurs leçons, voilà, pour dire les choses de cette façon-là. Et donc, il devient correcteur d'imprimerie. Voilà. Et donc, il prend fait et cause pour le mouvement ouvrier. Il devient anarchiste, syndicaliste révolutionnaire. Et c'est quelqu'un qui ne change pas d'opinion. Et donc, en 1914, il fait une déclaration au Comité confédéral national de la CGT où il dit « c'est pas possible que ça continue comme ça, je démissionne comme réaction d'opposition à l'attitude de la CGT et je quitte la fonction qui est la mienne à la direction de la CGT ». Donc là, on est fin 1914, début 1915. Vous avez les femmes socialistes aussi qui vont avoir quelques réactions d'opposition avec des tracts. Il y a une conférence internationale au mois de mai. Le Parti socialiste commence dans certaines fédérations à réagir négativement par rapport à la position majoritaire du Parti socialiste. Mais tout ça, d'ailleurs, comme souvent, si on regarde bien dans les mouvements sociaux, les choses se font de façon désordonnée. C'est-à-dire que vous n'avez plus de lieux qui coalisent, qui coagulent une même espérance. On est pour la paix, mais ça va s'exprimer de façon très différente. Chez les anarchistes, ça va se faire dans des petits groupes. Chez les socialistes, ça se fait aussi alors chez les femmes socialistes, dans quelques fédérations du Parti socialiste. Chez les syndicalistes, ça va être autour du journal La Vie ouvrière, qui a été fondé par Pierre Monat en 1909. Mais tout ça, c'est désordonné. Et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque. C'est une conférence qui a lieu en Suisse, la conférence de Zimmerwald, septembre 1915. Et cette conférence, c'est une conférence d'un point de vue numérique. La critique a été portée sur mais quel poids politique avait cette conférence, ces 38 personnes qui se réunissent dans un village en Suisse. Ça n'a pas de sens. C'est quelques personnes qui représentent soit des partis socialistes ou alors des minorités dans des groupes socialistes ou dans des partis socialistes ou dans des syndicats. Ça ne représente pas grand-chose. Mais en fait, les témoignages qui ont été faits par les militants après-guerre, c'est de dire que c'était un souffle d'espoir. C'est-à-dire que la mesure politique n'était pas liée au nombre de personnes qu'ils représentaient, ni même aux forces qui étaient derrière, qui représentaient en tant que parti socialiste ou en tant que minorité, comme fraction de syndicats ou de partis politiques. Et c'est un appel d'air, en fait. Donc, septembre 1915, cette conférence a lieu. C'est une conférence qui est pour une paix blanche, c'est-à-dire sans annexion et sans indemnité. Voilà, on arrête la guerre. Voilà, on arrête la guerre. Et ça va entraîner une conséquence pratique pour les militants pour renforcer leur capacité de pouvoir faire de la propagande, s'organiser en France. C'est qu'ils vont se coordonner dans une organisation. Alors au début, c'est que des syndicalistes, le comité d'action internationale, voilà, c'est des anarchistes et des syndicalistes qui se réunissent. Et puis très rapidement, en janvier 1916, il y a un comité qui se réunit et qui prend un nom qui paraît bizarre d'ailleurs. C'est un comité pour la reprise des relations internationales. Alors ça fait bizarre parce que c'est pas un comité anti-guerre, c'est pas un comité pour la paix, c'est un comité pour la reprise des relations internationales. Alors le CRRI, comme ils se présentaient eux-mêmes. Et pourquoi ça prend cette dénomination-là? C'est que au retour des Zimmerwald, les militants français qui ont été, c'est deux militants syndicalistes, dont un qui est au Parti socialiste, Bourderon d'un côté qui est à la fois
représentant syndical et militant du Parti socialiste, et puis un militant, le représentant de la Fédération de la métallurgie, Alphonse Mérin, qui a été donc représenté, entre guillemets, le mouvement ouvrier français à Zimmerwald. Et quand ils reviennent, ils sont en accord, parce que le texte qui est proposé, c'est un texte de compromis. C'est un texte qui ne dit pas grand-chose, qui dit « Vive la paix ». Mais c'est quoi la modalité pratique et concrète pour mettre en œuvre un mot d'ordre qui peut avoir un caractère platonique quelque part? Quand on dit « Vive la paix », oui d'accord, mais comment tu t'y prends? C'est quoi les aspects pratiques que tu vas développer pour atteindre ce but? Et donc du coup, ce comité-là, il va permettre quand même, malgré tout, de coordonner les forces politiques et syndicales, soit individuellement, soit collectivement, pour produire. Alors ça va être surtout un bloc de propagande, comme on dirait, c'est-à-dire beaucoup de tracts, beaucoup de brochures, mais qui donnent des explications à la situation politique, qui donnent un éclaircissement à la situation politique. Parce que la confusion, elle est la plus totale entre des marxistes qui sont pour la guerre, un marxiste qui est dans un gouvernement qu'on appellerait bourgeois, et qui d'ailleurs, à un moment donné, ils vont faire leur propre journal, qui s'appelle le Journal d'Action Socialiste Nationale et Internationale, à côté de l'Humanité, qu'ils contrôlent par ailleurs. Ils argumentent sur la base des propos de Jules Guesde à la fin du 19e siècle, y compris en s'appuyant sur des propos de Marx, pour dire pourquoi on fait la guerre en 14. Donc vous imaginez que sur les repères politiques et voire idéologiques, on se retrouve dans une situation où on dit tout et son contraire. Et quand je parle de quelque chose, en fait, on pense autre chose. Et c'est extrêmement compliqué, dans une période, d'avoir une position qui est très claire. On a quelqu'un qui s'appelle Alfred Rosemer, qui est un ami de Pierre Monat, qui a intégré le groupe de la vie ouvrière et du journal de la vie ouvrière en 1912, qui est employé de bureau, par ailleurs. Et lui, il a une expression qui est très nette. Il dit « L'union sacrée, c'est le contraire du socialisme ». Et dans cette formule ramassée, il a tout dit. Il a dit tous les enjeux, dès le début, sur choisis ton camp, camarade. Soit tu es pour l'union sacrée, soit tu es contre. Et si tu es pour l'union sacrée, tu seras contre le socialisme. Ça, c'est cette position constante que ce militant va défendre et qu'ils vont développer dans leur production au Comité pour la reprise des relations internationales. C'est un groupe qui se développe, il n'y a pas eu beaucoup d'études sur ce groupe-là, finalement. On sait que ça a exercé une certaine influence sur le Parti socialiste, dans la CGT. Je ne vais pas aller dans les détails, puisqu'il y a eu une branche qui s'est intitulée Comité de défense syndicaliste, mais j'irai un petit peu trop loin. Mais en tout cas, on a ce groupe-là qui se constitue. Et puis, il y a une deuxième conférence internationale en avril 1916, qui est la conférence de Kiental. La conférence de Kiental, elle est extrêmement importante, parce que c'est là où les mots d'ordre concrets apparaissent. C'est-à-dire que si on veut la paix, il ne faut pas voter les crédits de guerre. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous les députés socialistes, ne votez pas pour les crédits de guerre, sinon vous trahissez nos ambitions socialistes, notre projet socialiste, etc. Et ça fait débat. Ça fait débat. Et ça fait tellement débat que si dans ce premier groupe de pacifistes dont j'ai parlé, qu'on pourrait intituler les pacifistes, on va dire, radicaux, vous avez un autre courant pacifiste qui se crée, qui est un courant intermédiaire, qu'on va appeler de façon rapide centriste, c'est-à-dire qu'ils sont sur deux positions, à la fois, donc, qui est d'ailleurs sur une base de députés, hein, c'est des députés et puis des cadres intermédiaires du Parti socialiste, qui, eux, sont sur une position de dire « on est pour la paix », mais comme nous ne sommes pas des irresponsables, nous allons continuer à voter les crédits de guerre. Donc, ça, c'est quelque chose d'aussi qui pourrait apparaître de façon rétrospective de complètement incohérent, mais eux, ils traduisaient l'expression d'un mécontentement qui se développait dans le Parti socialiste et puis dans le pays de façon plus générale, et ils le traduisaient à leur sauce. C'est-à-dire qu'ils étaient au milieu du gué, entre ce qu'on appelait les jusqu'au-boutistes, c'est-à-dire ceux qui étaient pour faire la guerre jusqu'à ce que l'Allemagne perde,
c'était ça l'objectif, hein. Il fallait jusqu'au bout de la guerre. Alors, on n'arrêtera pas la guerre tant qu'on n'aura pas gagné, c'était ça l'objectif de ces jusqu'au-boutistes. Et puis, ceux qui disaient, il faut arrêter la guerre tout de suite, ça suffit, ça a assez duré, et donc il faut retirer la légitimité au gouvernement en retirant les votes socialistes en faveur des crédits de guerre. Et eux, ils se situent entre les deux. Ils sont pour la paix, mais on va continuer, parce qu'on ne connaît pas exactement les buts de guerre, par ailleurs. Donc on en est donc on a des expressions encore un peu désordonnées parce qu'on s'aperçoit que ces deux courants pacifistes qui sont en train de monter, il y en a un qu'on pourrait considérer d'assez incohérent, un autre qui essaie d'être un peu plus homogène, qui essaye d'avancer des mots d'ordre pratiques. Toujours est-il que la guerre est continue, que toute leur action pour l'instant n'arrive pas à atteindre son objectif. On est en 1916. 1917, il se passe quelque chose d'extrêmement important. À la fois février, avec la révolution, la première révolution en Russie, et puis la deuxième révolution d'octobre, la révolution bolchevique en 1917. Cette année-là, c'est une année charnière. C'est une année où vous avez à la fois des forces politiques internationales, enfin, en Russie, qui disent « nous sommes pour faire la paix ». Directement. Voilà. Le tsar, qui était dans cette alliance avec la France et l'Angleterre, qui était un allié et qui mettait beaucoup d'énergie pour continuer la guerre, et bien là, le gouvernement, le tsar, en Russie, démis de ses fonctions, de fait, se retrouve à ne plus être l'interlocuteur au niveau international au titre de la Russie, mais vous avez, en 1917, une réorganisation du pouvoir politique, double pouvoir pendant un certain temps, puis une direction, on va dire, bolchevique, après, au niveau de la Russie, à l'automne 1917. Et ça donne encore un souffle d'énergie extraordinaire pour les pacifistes. Parce que ce qui est important dans la vie, quand on veut faire quelque chose et donner du peps à son activité, c'est est-ce qu'on a le moral ou pas? Est-ce qu'on est démotivé? Est-ce qu'on est dans un environnement national et international qui est en notre faveur ou en notre défaveur? Mais si vous avez un pays qui dit « moi je déclare la paix de façon unilatérale », on arrête de faire la guerre sur le front russe, bah, ça donne de l'espoir pour les pacifistes français. Hein. Si vous avez des députés qui votent contre les crédits de guerre, ce qui arrive après Kiental, on a 3 députés socialistes qui auront des destins différents. Pierre Brison, Alexandre Blanc, et puis le 3e, c'est Jean-Pierre Raffin-Dugin de l'Isère. Donc Brison, il est de l'Allier, Raffin-Dugin, il est de l'Isère, et le 3e, Alexandre Blanc, il est du Vaucluse, si je ne me trompe. C'est important pour les militants. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, quand ils lisent quelque chose qui s'appelle le journal officiel, et que vous avez des déclarations où ils expliquent à la tribune pourquoi il faut arrêter la guerre, ça y est, il y a des échos qui se démultiplient dans le pays. On lit le journal officiel et les organisations pacifistes de l'époque, le Comité pour la reprise des relations internationales et puis l'autre tendance modérée, qui s'appelle le Comité pour la défense du socialisme international, sont des caisses de résonance où on vient chercher des informations et on repart d'autant plus stimulé qu'on apprend qu'en Russie, on est pour la paix, qu'il y a les députés qui ont voté contre les crédits de guerre, etc. etc. Donc 1917, c'est un moment qui est extrêmement important. Cette année-là, c'est donc aussi une année où vous avez des mutineries en France. Vous avez des garnisons qui peuvent se révolter contre les décisions des généraux. Vous avez des mutineries qui traversent aussi l'armée française. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui est en train de monter, c'est les grèves. Parce que le ministre de l'Intérieur, dont je vous parlais, Louis Malvy, c'est quelqu'un qui est fin. Il n'a jamais interdit le droit de grève. Sauf pour certains, il y avait les soldats qui étaient appelés pour renforcer
le travail dans les usines de guerre. Voilà, pour produire des munitions et des armes, ils ont demandé à des ouvriers de revenir, de quitter le front et de venir travailler dans les usines de guerre, dans les arsenaux. Donc c'est 400 000 ouvriers qui sont interdits du droit de grève, mais le droit de grève, il existe encore pour une autre partie de la classe ouvrière. Il y a des grèves en 1915. Elles sont ridicules, hein. C'est quelques centaines de personnes qui font grève en 1915. En 1916, on a une augmentation du nombre de grévistes. Là, j'ai les chiffres, hein, 1916. Alors, c'est toujours très ridicule, hein, c'est 41 000 grévistes en 1916. En 1917, cette année-là, qui est une année charnière, c'est 293 000 grévistes en France. 1918, ça rebaisse. Bon, 207 000. Et en 1919, on a plus d'1 million de personnes qui font grève. Donc, vous voyez que d'un côté, on a un affaiblissement du camp jusqu'au boutiste. On a les révolutions russes qui deviennent un élément stimulant et mobilisateur pour renforcer le courant pacifiste. Et les gens en ont assez, en France, de la situation qui leur est faite, parce que l'idée générale de pourquoi on entre en tant que marxiste dans un gouvernement, c'est qu'on met la lutte des classes entre parenthèses, pour défendre l'intérêt supérieur de la France, avec la défense la défense de la République et ce qu'ils appelaient les acquis ouvriers. Défendre la République et défendre la France en 1914, c'est défendre les acquis ouvriers qu'il y a en France. Donc ça, c'est l'argument pour la liberté et le droit et la démocratie. Voilà. Puisque tout le monde sait que le tsar était un grand démocrate et qu'en Allemagne, c'était une grande démocratie aussi. Donc, toute cette situation-là comment dirais-je, nous rappelle que la lutte des classes a existé, y compris pendant la Première Guerre mondiale, au point où vous avez des chefs d'entreprise qui se sont fait de l'argent sur le dos des salariés, que le pouvoir d'achat a diminué de 10%, entre 1914, alors je vais vous donner les chiffres exacts, si je les retrouve, c'était ça, c'est autour de 10%, hop là. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave sur le détail. En tout cas, il y a une perte de pouvoir d'achat. Vous avez du chômage. Alors, il y a du chômage, mais aussi parce que c'est les femmes qui rentrent dans le monde du travail, dans le salariat. Voilà, donc tout ça, ça crée des situations où il y a des tensions de plus en plus nettes, sociales, politiques, aussi avec le départ du gouvernement des ministres socialistes. En septembre 1917, les socialistes s'en vont du gouvernement, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à voter les crédits de guerre. Donc voilà, on est dans des nuances où ils acceptent, ils font certaines concessions par rapport à une base qui est de plus en plus opposée à la guerre. Alors, ce qui est intéressant, alors, je trouve que c'est un des indicateurs, même si ce n'est pas l'indicateur, comment dirais-je, universel et absolu, c'est le tirage de journaux. Le Parti socialiste qui a le journal de l'Humanité, qui vient qui a été créé, fondé par Jaurès, c'est un journal qui se ratatine en termes de vente. Alors, on argumente en disant, oui, mais les militants sont partis au front, et que c'est normal qu'il y ait moins de ventes, etc. Toujours est-il que les ventes du journal s'effondrent. Mais comme quoi, il y avait quelque chose de possible en termes de publication, malgré la censure, dont je n'ai pas parlé, et qui faisait qu'il y avait beaucoup de colonnes blanches dans la presse de l'époque, c'est l'expérience de Sébastien Faure, avec un journal qui est quasiment pas étudié, c'est CQFD, qui a été créé en avril 1916, qui s'appelle donc CQFD, ce qu'il faut dire. Et vous vous rappelez ce que je vous disais sur sa notoriété, il diffuse 20 000 exemplaires de son journal en décembre 1917. Donc ça veut dire qu'il y a un lectorat qui est favorable à la paix, qui peut acheter ce journal. L'avis, et je ne vais pas aller dans les détails les remous de ce journal, il s'arrête brutalement en décembre 1917, mais un des 3 députés qui votent contre les crédits de guerre, Pierre Brison, va lancer son propre journal, La Vague, qui va avoir un succès retentissant.
Et les militants diffusent le journal par centaines et par centaines, à Nantes, à Paris, à Brest, etc. Et c'est un journal qu'on s'arrache parmi les... Voilà, qu'on s'arrache des mains parce que c'est quelque chose qui a une ligne éditoriale qui était le reflet de ce qu'écrivaient les correspondants qui étaient à la guerre, qui restaient, comme on dit, à l'arrière, mais qui souffraient des conditions de vie, de travail qui étaient déplorables. Et donc, c'est le réceptacle du mécontentement que ce député, Pierre Brison, mettait en forme dans son journal. Et c'est un journal qui a eu un succès extraordinaire. Hein. Il commence à 20 000 ou 30 000 tirages. Et à la fin de 1918, il tire à près de 100 000 exemplaires. C'est un journal qui est supérieur au journal L'Humanité à l'époque, en termes de tirage, en termes d'influence, ce qui prouve voilà, l'étendue du courant pacifiste qui s'organisait autour de ces publications-là. Et ce qui est intéressant dans la recomposition politique, c'est qu'à un moment donné, les militants cherchent à se trouver des alliés. Et les anarchistes ne sont pas forcément les meilleurs amis des socialistes. Eh bien, quand le journal CQFD de Sébastien Faure s'arrête, les abonnés sont retransmis, glissés vers le journal La Vague. Et Pierre Brison est un des interlocuteurs des anarchistes. C'est un député socialiste qui est en discussion avec des anarchistes qui partagent avec lui la volonté d'arrêter la guerre, contre les crédits de guerre votés à l'Assemblée nationale, etc. Et donc, on voit qu'il y a des liens qui se nouent déjà dans ces milieux-là. Ça reste, on va dire, confidentiel, hein, c'est pas les grandes masses, mais on voit qu'il y a des liens qui se nouent. Et y compris quand les anarchistes font leur propre groupe pacifiste en 1916-1917, ils songent à un moment donné d'inviter Pierre Brison, un militant qui va avoir une renommée courte, mais réelle, qui est un des fondateurs du Parti communiste, Fernand Loriot, qui est un instituteur, ancien trésorier de la Fédération nationale des syndicats d'instituteurs, et qui se met dans ce mouvement pacifiste et qui devient une figure importante du mouvement pacifiste et qui va avoir un grand rôle dans la création du Parti communiste. Eh bien, ces militants-là nouent des liens entre eux et il se passe quelque chose dans cette recomposition, ces réflexions-là, c'est comment on va traduire ça politiquement. Les anarchistes, ils ont été exclus de la Deuxième Internationale, mais il ne faut jamais oublier que les anarchistes ont fait partie de la grande famille socialiste. Ils se revendiquent du socialisme, hein, les anarchistes. Et ils ont été exclus de la Deuxième Internationale, mais ils ne sont pas contre de militer avec d'autres militants d'autres horizons du mouvement ouvrier, s'il y a un point d'accord sur la question de l'État, etc. Et c'est dans ces milieux anarchistes, notamment, que se pose la question de la Troisième Internationale. Ils en parlent, les anarchistes, de la Troisième Internationale dans leur groupe, pour se dire, ben ouais, c'est peut-être une bonne idée. Parce qu'on a quelqu'un, un sombre inconnu, qui s'appelle Lénine, et Lénine a dit, dès 1915, quand même, Zimmerwald, c'est bien, mais c'est pas terrible. Oui, vous avez des mots d'ordre platoniques, vive la paix, d'accord, mais la meilleure solution pour lutter pour la paix, c'est d'éradiquer le capitalisme. C'est pas de dire on est pour la paix, il faut qu'on arrête d'avoir les armes les uns contre les autres, de pays à pays. Si on veut réellement que la paix aboutisse, eh bien il faut faire une liaison entre la lutte pour la paix et la lutte contre le capitalisme. La lutte pour la paix et la lutte pour le socialisme. Et c'est ça qui fait le distinguo entre des militants modérés comme Mérin, qui dit moi je suis pour qu'on reprenne la politique d'avant-guerre. Beaucoup de militants sont sur cette position-là. On a été trahis, donc la rupture c'est 1914, mais avant 1914, tout allait bien, tout roulait. Donc à la CGT c'était parfait. Bon, je caricature, parce qu'ils ne disaient pas vraiment ça. Ils avaient quand même des critiques sur la grève générale, par exemple. Mais en tout cas, politiquement, avant la guerre, le Parti socialiste, c'était très bien. Il faut reprendre le train-train d'avant-guerre. C'est la position des militants qui sont dans le pacifisme modéré. Ils disent, voilà, il y a eu une trahison en 1914,
mais jusqu'en 1914, il n'y a rien à redire. Donc il faut reprendre les textes de congrès contre la guerre avant 1914. On ne se réinterroge pas sur les conditions sociales, les conditions, les analyses idéologiques qui ont pu avoir été faites. On reprend le train-train d'avant-guerre. Des militants disent bah non, c'est pas possible. Voilà, il faut faire quelque chose de nouveau, il faut faire quelque chose de neuf. Et donc Lénine, depuis 1915-1916, professe et avance ce projet d'une rupture organisationnelle, politique, avec les organisations de la Deuxième Internationale. Et il dit presque tout seul, il faut fonder une Troisième Internationale. Et il faut créer des partis politiques qui sont affiliés à cette Troisième Internationale. Et donc, tout ça, et la naissance du Parti communiste, prend ses fondements dans cette guerre de 14, qui est une guerre, alors on n'a pas encore donné de chiffres, hein, la guerre de 14, c'est 1,5 million de morts en France. 400 000 personnes qui sont blessées. C'est tout ça. C'est 800 000 veuves. C'est des régions dévastées. Voilà, c'est tout ça la guerre de 14. Et toutes ces conditions politiques et sociales et humaines, finalement, donnent une justification extrêmement rapide pour dire, face à cette boucherie, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut passer à autre chose. Et on va avoir, dans ce courant pacifiste, tout un sous-courant qui va, à un moment donné, se coaliser et va créer le Parti communiste. Alors, il y a des dissociations. Comme à chaque fois en politique, les choses ne sont jamais noires ou blanches. C'est-à-dire qu'on peut militer aux côtés de quelqu'un pendant une période et 6 mois plus tard, être les pires ennemis parce que, même si on se côtoie et qu'on peut être sympathique, dire bah, nos chemins vont différer parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu racontes. C'est ce qui se passe. Hein. Donc il y a des dissociations chez les anarchistes, des dissociations chez les socialistes, chez les syndicalistes, c'est pareil. Et comme la réalité, elle est complexe, vous avez y compris des jusqu'au-boutistes qui vont se dire que finalement, la position majoritaire du Parti socialiste de 1914-1915, ça suffit, quoi. Ça suffit. Et c'est au regard de tous les millions de morts qu'il y a eu au niveau européen qu'il faut arrêter. Voilà, la guerre, ça suffit. La guerre, ça suffit. Et donc, vous avez y compris parmi des militants sincères qui disaient, parce qu'ils avaient confiance dans Jules Guesde, parce qu'ils avaient confiance dans leur parti, ils vont faire marche arrière, ils vont dire maintenant il faut qu'on arrête la guerre. Donc vous avez des exemples très concrets de quelqu'un, je pense à quelqu'un en Gironde, qui fait une conférence dans le Parti Socialiste à Bordeaux. Pourquoi les minoritaires pacifistes ont tort. Et 6 mois plus tard, il fait une conférence qui dit exactement l'inverse. C'est extraordinaire. Et c'est, vous voyez, dans ce temps, qu'il y a un temps qui est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont dire tout et son contraire, avec la plus grande des sincérités d'ailleurs dans les deux cas, et dans un temps qui est extrêmement réduit. C'est-à-dire que là, 1914-1920, cette recomposition politique où on parle souvent des nés de la guerre, voilà, des jeunes sans expérience politique, etc. Mais on sait par des études que, en fait, la naissance du Parti communiste, c'est différentes générations qui y ont participé, des gens qui avaient déjà 10, 20 ans, 30 ans de Parti socialiste, et d'autres qui vont avoir 1, 2 ou 3 ans de Parti socialiste, ou des nouveaux qui arrivent dans la CGT, qui vont participer à l'édification du Parti communiste. Et voilà, donc moi je terminerai là-dessus, parce que ça fait déjà un petit temps qui est entamé. Ce que je voulais dire, moi, en conclusion sur cette période-là, c'est que c'est une période de recomposition à la fois politique, mais aussi idéologique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant la guerre de 14 introduit le réformisme dans un syndicalisme de masse. Léon Jouot passe de l'anarchisme au réformisme. Il défend les positions de compromis. Il est pour les délégués d'ateliers. Il est pour des négociations avec le ministère de l'Intérieur avant d'enclencher une grève. Et ce militant-là va donner une assise de masse au syndicalisme réformiste, comme le réformisme n'a jamais eu avant-guerre. Il y a eu des tentatives
d'influencer la CGT pour aller sur un terrain plus conciliateur, plus rond avec le patronat. Les syndicalistes révolutionnaires ont tout le temps mis une opposition dans les congrès de la CGT. Et bien en 1914, le vecteur de l'introduction du réformisme dans le syndicalisme, c'est un ancien anarcho-syndicaliste, un ancien syndicaliste révolutionnaire, c'est Léon Jouot. Et puis il y a un autre aspect qui est important, c'est la recomposition idéologique. C'est-à-dire que les militants voient dans les soviets l'alternative concrète et pratique de la démocratie de masse. Et cette idée des soviets, 1905, première tentative, 1917, c'est une solution politique qui a été mise en avant énormément par les bolcheviks, évidemment, mais qui a tout de suite pris dans la population. On ne s'imagine pas à l'heure actuelle la popularité de la révolution russe en France. Vous avez des meetings où ils votent, tout le monde vote pour vivre la Troisième Internationale. Vous avez une association qui est fondée par Henri Barbus, Paul Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre, l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants. Ils font des meetings à travers la France où ils mènent campagne de leur côté pour la Troisième Internationale. Et ils font voter 1000, 2000, 3000 personnes dans des meetings pour adhérer à la Troisième Internationale. Puis il y a un dernier aspect qui est à mon avis sous-évalué dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est la question des tendances. Je m'explique. Les tendances dans le Parti socialiste, dans la CGT, car des tendances existent dans la CGT avant 14, de façon formelle ou informelle, n'ont pas forcément beaucoup de poids dans des périodes où il n'y a pas forcément de grands désaccords et de raisons de se focaliser sur la question des tendances. Mais 1914 à 1918, les tendances jouent un rôle principal et essentiel. C'est-à-dire que face à des directions politiques ou une direction syndicale qui a failli, il y a un lieu où on peut se retrouver et qui va être le lieu de regroupement de tous ceux qui vont défendre une thèse. Et les tendances jouent un rôle tellement important que ça s'est imprimé de façon presque indélébile sous la forme de l'importance donnée aux journaux. Vous avez des journaux de tendance, si vous ne le savez pas, qui aujourd'hui existent, d'autres ont existé pendant des décennies, et qui étaient au début un journal de tendance qui est devenu un journal de masse et d'organisation. Un journal de tendance, La Vie ouvrière, qui est devenu le journal de la CGT. Vous avez un autre journal de tendance, des jeunesses communistes. Avant qu'il y ait la création des jeunesses communistes fin octobre 1920, vous avez un journal qui s'appelle L'Avant-Garde ouvrière et communiste, qui est un journal de tendance, avant d'être le journal de tous les jeunes communistes de France. Vous avez un autre journal, qui est un journal de tendance, j'en ai pas parlé, du fameux courant pacifiste modéré, qui s'appelle Le Populaire. C'est pas un journal pour tout le monde, pour tous les socialistes, c'est un journal qui défend une thèse, la thèse des pacifistes modérés. Alors à l'intérieur, ils ont une ligne assez ouverte avec les anarchistes, etc., où chacun peut exprimer ou donner son rendez-vous du groupe libertaire d'Aubervilliers, de je ne sais où, qui va se réunir à telle date en 1917, 1918, 1919. Mais il n'empêche que la ligne générale, la ligne éditoriale, c'est une ligne du pacifisme modéré et qui va servir d'outil pour prendre la direction du Parti socialiste en octobre 1918. Et ce journal, Le Populaire, créé en 1916 dans le but de fédérer les socialistes pacifistes, va résister à l'histoire jusqu'en 1970. Et jusqu'en 1970, vous avez un journal qui s'appelle Le Populaire et qui est un journal à l'origine, un journal de tendance. Et vous voyez, toutes ces... et c'est bien des marqueurs concrets et pratiques qui montrent que l'intervention militante en termes de tendance a été essentielle à ce moment-là, puisque c'est reconnu comme le pavillon derrière lequel beaucoup de monde vont se retrouver pour défendre une thèse. Voilà, et après, c'est porté par des organisations plus larges, mais La Vie ouvrière, jusqu'en 1923, c'est pas un journal de la CGT, ou de la CGTU d'ailleurs, en l'occurrence, mais qui est un journal partisan qui défend une ligne syndicale particulière. Merci.